C'est un véritable ouf de soulagement pour les patients de l'hôpital national de Niamey, car doté d'un scanner mais aussi du matériel d'analyse biochimique. L'agenda 2017-2020 du programme Wascal se poursuit, objet d'une rencontre ce matin à l'hôtel Terminus. Voilà pour les titres, messieurs, dames. Bonsoir. De prime abord, toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Cet après-midi, le ministre de la Santé, M. Mano Agali, a réceptionné 50 véhicules 4x4 avant de se rendre à l'hôpital national de Niamey, et ce pour voir l'état de fonctionnement du tout nouveau scanner ainsi que le matériel d'analyse biochimique qui ont été mis en place. Le récit avec nos reporters Aboubakar Souley et Ali Sissé Ibrahim. Le ministère de la Santé a réceptionné cet après-midi un don de 50 véhicules 4x4 offerts par le fonds commun composé par l'Agence française de développement, la coopération espagnole, l'UNICEF, Gavi et UNFPA d'un montant de 693 400 000 francs CFA. Les 50 véhicules seront répartis entre Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilabiri et Zander, et un seul véhicule sera destiné à la direction des statistiques. Le ministre de la Santé, Mano Agali, précise l'importance que revêt un tel don. Cette contribution rentre dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015 et répond aux besoins de renforcement de la politique nationale de gratuité des soins pour assurer aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans des services de santé et nutrition de qualité et des services de santé de façon générale. C'est dire toute l'importance de ces gestes pour les populations du Niger et pour notre département ministériel qui voit ses capacités renforcées et dans le but d'atteindre les objectifs du développement qui nous sont assignés. Par la suite, le ministre de la Santé se rendit à l'hôpital national de Niamey pour se rendre compte successivement de l'état de fonctionnement du nouveau scanner qui a été installé avant de se rendre au service de biochimie pour voir là aussi le nouveau matériel qui a été mis en place pour certaines analyses. Cet hôpital, nous l'avons visité plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ma joie est grande de constater dès l'entrée que les choses ont beaucoup changé. Nous avons constaté des changements au niveau des équipements. L'hôpital a désormais un scanner 64 barrettes. C'est nouveau aussi. Il y avait l'appareil, il y avait un scanner, mais l'appareil est tombé en panne. Il y a un nouveau appareil. Je souhaite que l'équipe l'entretienne le plus longtemps possible. Nous avons vu ces appareils qui servent à faire tous les examens de sang. C'est une nouveauté au niveau de l'hôpital national de Niamey. Félicitations. Pour couronner tout cela, bientôt, nous allons procéder à l'installation de l'IRM. L'IRM va permettre de compléter tous ces examens, tous ces diagnostics, et permettre à nos praticiens, à nos médecins, à nos professeurs, aux agents de santé d'exercer leur métier. On n'aura plus à évacuer pour certains examens. Il est à noter qu'une salle devant abriter une machine d'imagerie par rayonnement magnétique est en cours de construction afin de permettre aux praticiens de travailler dans les conditions à la pointe de la technologie. L'hôtel Terminus a quant à lui servi de cadre ce matin aux travaux des consultations nationales pour le Niger, et ce sur les besoins de recherche climatique et l'utilisation adaptée des terres. La rencontre rentre dans le cadre de l'agenda 2017-2020 du programme Waskala. Michel Deji et Cheibou Guissou. C'est une rencontre qui réunit d'éminents experts en la matière et divers acteurs intervenant dans le domaine, et le tout sous la coordination du programme Waskal à l'université de Niamey. Le but, c'est quoi? C'est parce qu'en matière de changement climatique, on vient tout juste de sortir de la COP21. Je ne vais pas insister sur l'importance du changement climatique, mais en matière de connaissances sur notre climat, en matière de connaissances sur les tendances, l'évolution du climat, et surtout comment cette évolution-là a un impact sur tout ce qui est l'utilisation des terres que nous faisons. Quand nous parlons d'utilisation des terres, c'est au terme le plus large, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, l'eau,
la forêt, la biodiversité, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire sur Terre ici, c'est-à-dire qui va impacter par le changement climatique. Donc vous voyez, donc c'est tous ces aspects-là. Mais Ouaskal, c'est aussi la formation. Et c'est pourquoi l'université de Niamey ici a le leadership. Ouaskal a mis en place, puisque d'abord, comme je disais, il nous fallait des données, mais il nous faut les appareils, mais il faut surtout les hommes pour pouvoir faire ça. Après cela, donc, on va choisir donc 5 participants donc, qui vont représenter le Niger, parce qu'après les consultations nationales, il y aura des consultations sous-régionales qui vont se tenir au niveau donc, du Bénin. Les représentants du Niger vont aller défendre les points de vue du Niger et après cela, il y aura une consultation régionale qui va réunir tous les pays de la CEDEAO pour faire sortir le document final donc, de l'agenda de recherche de Ouaskal 2016-2020 qui sera par après adopté par le conseil d'administration du programme. Institut de formation et de recherche mis en place par une dizaine de pays de la CEDEAO, le Ouaskal vise à contribuer efficacement dans la lutte contre les aléas climatiques dans l'espace ouest africain et mondial. La suite de cette édition met sur un tout autre aspect avec le réseau des femmes Sinaseb à Niamey 4 qui a organisé ce matin une opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine, une initiative pour permettre au CNTS de pourvoir aux besoins assez cruciaux de ce liquide rouge et dont le besoin est sans cesse croissant. Retrouvons nos reporters Souley Aboubakar et Nasser Dantouf. Le réseau des femmes Sinaseb, section Niamey 4, a montré ce matin que leur cause n'est pas que revendicative, elle est aussi sociale, d'où cette noble initiative de collecte de sang des femmes membres du réseau pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Les gens ont besoin du sang. Et le syndicat, ce n'est pas seulement les revendications. On doit poser et on est en train de poser des activités sociales comme ce don de sang-là. Vous n'êtes pas sans savoir que le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas payer. Et c'est vraiment une œuvre noble que Dieu seul connaît la récompense. Donc, nous nous sommes dit que une œuvre que l'argent ne peut pas donner, quelque chose que tu ne peux pas payer avec ton argent, nous avons beau penser, c'est notre première activité. Et cette activité-là, nous avons beaucoup songé. Ça faisait très longtemps que nous avons passé à ça. Mais aujourd'hui, nous remercions le Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a montré ce jour-là. Quelqu'un qui donne du sang, c'est comme si la personne a sauvé toute l'humanité, pas seulement une vie. D'après les hadiths de notre prophète, paix et salut sur lui. Donc, nous nous sommes dit qu'il n'y a pas une activité qui est plus noble que cette activité d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes ici. Je vous en prie. La responsable du centre régional de transfusion sanguine de Niamey a vivement apprécié cette initiative et en appelle à d'autres bonnes volontés de leur emboîter le pas. Le sang ici ne nous suffit pas. Et personne n'est à l'abri d'une transfusion. À chaque fois, quand on amène un bon, on dit manque, envoyez les parents, envoyez, c'est des donneurs de famille que vous avez trouvés devant, dans la salle. C'était plein de donneurs de famille. Alors que si on a des bonnes volontés qui viennent vraiment régulièrement donner de leur sang, à chaque fois qu'une transfusion, un besoin de transfusion se pose, on transfuse tout de suite. C'est mieux que de demander aux parents d'envoyer, aux malades, aux agents de santé d'envoyer les parents de malades pour qu'on les transfuse le lendemain, pas au moment où le besoin s'est exprimé. Donc vraiment, l'appel que j'ai à lancer, c'est de demander aux gens de venir vraiment donner régulièrement leur sang. Et ça va contribuer beaucoup à l'amélioration de la transfusion. Le réseau des femmes Sinaseb Niamey 4 entend pérenniser cette initiative et avec une large mobilisation du corps enseignant. Cette opération de don de sang du réseau des femmes Sinaseb Niamey 4 geste unanimement reconnu, un geste d'ailleurs qui doit faire école, d'où l'appel lancé par la directrice du centre. Cela dit, à l'appel du syndicat national des agents des médias publics, un mouvement de grève de 48 heures sera observé et ce à partir de demain. Le syndicat veut ainsi exiger la satisfaction d'un certain nombre de revendications pour ses militants. Sekou Beri Ibrahim, il est le secrétaire général du syndicat. Nous avons projeté de faire cette grève parce que nous n'avons pas eu satisfaction suite au dépôt de notre plateforme revendicative
que nous avons déposé il y a plus d'1 an au niveau du ministère de la Communication. Alors nous avons tenu, nous avons respecté les procédures. On a attendu, on a pensé que les gens étaient sincères, tout le monde allait quand même dans le sens du dialogue, on a attendu, mais malheureusement le recours à la grève c'est forcément absolu pour nous puisque nous n'avons pas été entendus. Donc nous maintenons bel et bien que la grève aura lieu demain et après-demain. Maintenant, par rapport aux revendications, nous avons d'abord, d'un point de vue général, demandé une revalorisation des salaires. Nous avons demandé un rehaussement substantiel des subventions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, on prend seulement l'exemple de l'ORTN, l'État ne donne que 1,125 milliard ou 250 000. Avec l'effort de guerre, c'est réduit à 1,225 milliard. Vous voyez bien que pour un média d'État où on veut quand même faire des prouesses, on ne peut pas véritablement travailler. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à l'État de revaloriser justement ces subventions pour que ça soit moins conforme à la hauteur de ce que, puisqu'on est service public, ce que les gens attendent de nous. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui les gens sont déçus de ce que nous produisons. Maintenant, si on prend par exemple, toujours au niveau de l'ORTN, vous voyez bien que les conditions de travail ne sont pas réunies. On parle de numérique et autres, ce ne sont que de l'air. Il n'y a même pas de numérique. Vous êtes mieux équipé que l'ORTN aujourd'hui. Est-ce que cela est acceptable? Et si on prend du point de vue, toujours conditions de travail, l'environnement, faites un tour à l'ORTN, vous verrez bien que les conditions ne sont pas réunies du point de vue environnemental. On est même en danger, il y a les eaux usées, il y a n'importe quoi, il y a l'insalubrité. Maintenant, au niveau même de la carrière des agents, la Caisse nationale de sécurité, c'est autre chose, c'est des arriérés de centaines de millions qui sont là et qui ne sont pas encore payés. Et gare à vous, si vous partez demain à la retraite, c'est à vos risques et périls, puisque vous n'aurez pas droit à vos pensions de retraite. Donc c'est tout ça là. Donc nous avons attendu, nous avons vu qu'il n'y avait aucune volonté de négocier. On fait semblant de négocier, on nous tournait en bourrique, excusez-moi du terme. Mais malheureusement pour eux, ils ne savent pas que nous, en tout cas on est déterminés, on va aller en grève. Maintenant tout ce qu'on va demander justement, c'est que les gens arrêtent d'avoir peur. Il n'y a pas de peur, c'est une grève légale, légitime. Les gens doivent arrêter d'avoir peur, de suivre, d'observer ce mot d'ordre de grève de 48 heures, puisque on demande juste l'application de notre plateforme. On demande que notre plateforme soit, en tout cas, examinée par qui de droit et que satisfaction soit donnée à toutes nos revendications. C'est désormais officiel car c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'annonce, l'éradication d'Ebola en Guinée-Conakry. Il n'y a plus de transmission du virus dans le pays. Écoutez à ce propos le représentant de l'OMS en Guinée, M. Mohamed Bellochine. Au moment où nous parlons, ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né et dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo, à Conakry. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. Une épidémie qui a d'ailleurs sérieusement touché l'Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, c'est d'abord le sud du pays qui a été touché. Il y a 2 ans, en tout, plus de 250 Guinéens sont morts. Suivez cette rencontre avec des survivants. Jules est guéri depuis plus d'1 an. Mais ce médecin stagiaire n'est jamais retourné travailler à l'hôpital de Donka. Rumeurs, stigmatisation. Au travail comme dans son quartier, le quotidien était devenu insupportable. Pour eux, c'est autre maladie que j'avais fait, mais c'était pas l'Ebola. C'est pourquoi certains disaient que non, lui, les Blancs leur donnaient de l'argent, juste pour qu'ils puissent reconnaître qu'il a fait la maladie. D'autres, même pour me saluer, ils essayaient toujours de m'éviter. Donc, je ne pouvais pas supporter des trucs que je ne pouvais pas supporter. Au lieu que les gens continuent à me fuir, pourtant, c'est des gens qui habitent avec moi. Au lieu qu'ils continuent à me fuir, il vaut mieux que moi je quitte en attendant qu'ils changent de mentalité. Depuis le mois d'avril, Jules vit. Dans son nouveau quartier, à Fia, ses voisins savent qu'il a été malade, mais les rumeurs ont cessé.
Jusque-là, il n'y a aucun souci quand même avec les personnes avec lesquelles j'habite ici. On mange ensemble, quand je viens, on colloque ensemble, nous faisons tout ensemble, nous buvons dans les mêmes verres, il n'y a pas de souci. Quand même ici, je suis arrivé à les convaincre, à les expliquer la maladie. Ce jour-là, Jules vient rendre visite à un voisin, un autre guéri d'Ebola. Bonjour mon ami. Une amitié très symbolique. Le père d'Emmanuel était un patient de Jules et c'est par lui qu'il a été contaminé. Après sa mort, ils se sont retrouvés tous les deux dans le centre de traitement d'Ebola. On passait la journée ensemble, on dansait même dans ce centre ensemble quand on avait commencé à avoir de l'espoir. Et Ebola a fait de nouvelles amitiés chez nous, quoi. Parce que si d'autres vous ont abandonné, vous êtes connus au centre, donc vous vous connaissez mieux et vous pouvez continuer la vie en tant que même stigmatisé, et on a les mêmes problèmes aussi. Un soutien amical indispensable. Comme Emmanuel et Jules, en Guinée, près de 1300 guéris d'Ebola tentent de reprendre une vie normale. Le virus d'Ebola, désormais un lointain souvenir pour ses survivants. C'est une photographie qui a bouleversé le monde cette année, celle d'Aylan, petit garçon syrien de 3 ans retrouvé mort sur une plage turque, symbole de la tragédie vécue par les migrants méditerranéens. Et bien plusieurs membres de sa famille viennent d'arriver au Canada. Ils y ont obtenu le statut de réfugiés. Le récit. Provisoire au nord du Costa Rica, près de 8000 Cubains attendent de recevoir un visa. Ces migrants sont bloqués ici depuis que plusieurs pays d'Amérique centrale leur ont fermé leurs frontières il y a 1 mois et demi. Pour rejoindre leur Eldorado, les États-Unis, ces Cubains sont prêts à prendre tous les risques. Nous pensons que certains font appel à des passeurs, car tous les jours l'armée du Nicaragua intercepte et expulse des groupes de Cubains qui ont essayé de franchir la frontière. Et pour ceux qui réussissent à passer, c'est risqué. Ils peuvent être dérobés ou abandonnés par leurs passeurs. Plus de 40 000 Cubains seraient arrivés sur le sol américain cette année, soit 80% de plus qu'en 2014. Pour ces migrants, le temps presse. Le rapprochement politique récent entre Washington et la Havane pourrait rapidement mettre fin à la loi surnommée « pieds secs, pieds mouillés » qui facilite l'asile pour ces migrants. Pour les Cubains qui posent un pied sur le sol américain, le permis de résidence est garanti, mais pour ceux interceptés en mer, c'est le renvoi à Cuba. On veut être amené aux États-Unis. Ce serait l'idéal pour en finir avec la souffrance et l'incertitude. Car ici, l'incertitude est quotidienne. Ces migrants au Costa Rica pourront bientôt quitter le campement. Un plan intergouvernemental vient d'être adopté ce lundi entre plusieurs pays d'Amérique centrale. Les Cubains seront transférés au Mexique, d'où ils tenteront de rejoindre les États-Unis. Le gouvernement costaricain garde cependant ses frontières fermées pour éviter un nouveau... Autant pour nous et que certainement, vous l'avez rectifié de vous-même, c'est un nouveau signe du renouveau des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Plusieurs milliers de migrants cubains devraient pouvoir rejoindre le territoire américain car en ce moment, ils sont actuellement bloqués au Costa Rica. Je vous l'annonçais à l'instant que la photographie a bouleversé le monde cette année, celle d'Aylan, petit Syrien de 3 ans retrouvé mort sur une plage turque, symbole de la tragédie vécue par les migrants méditerranéens. Et bien plusieurs membres de sa famille sont rentrés au Canada car ces derniers ont retrouvé le statut de réfugiés. Le récit. À Vancouver, c'est le jeune fils qui a poussé la dernière barrière. Avant de tomber dans les bras de Tima, sa tante, la sœur de Mohamed, le père, qui arrive à son tour. Au Canada, lui, sa femme et ses 5 enfants vont pouvoir commencer une nouvelle vie, laissant derrière cette porte qui se ferme une histoire tragique, celle du petit Aylan. En septembre dernier, la photo de son corps sans vie échoué sur une plage turque avait révulsé le monde entier. Avec son frère et ses 2 parents, il faisait partie des nombreux réfugiés à tenter la traversée vers la Grèce. Mais dans le naufrage de leur bateau, seul le père Abdallah avait survécu. À Vancouver, il ne viendra pas. Faute d'argent, Tima, la tante d'Aylan, avait fait les démarches pour parrainer son autre frère, Mohamed, et sa famille. Elle vient de dire qu'elle est vraiment très heureuse, mais en même temps, elle est triste en pensant aux enfants.
En leur accordant comme à d'autres le statut de réfugiés, le gouvernement canadien a permis ces retrouvailles. Il vous dit qu'il remercie le gouvernement et le peuple canadien. Et c'est dans la banlieue de Vancouver, chez Tima, que la famille va s'installer. Le père Mohamed sait d'ores et déjà qu'il pourra pratiquer son métier de barbier et ses enfants pourront aller à l'école. Devenus des symboles à leur tour, ces membres de la famille Kourdi font partie des 25 000 réfugiés syriens qui doivent arriver au Canada avant la fin février. Inquiétude à nouveau en Belgique. 2 individus ont été arrêtés et selon le parquet fédéral, ils sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats visant la capitale belge et ce durant les fêtes de fin d'année. Les images. Crête pèse sur cet endroit. Désormais, les mesures de sécurité y sont renforcées. Policiers et militaires en service dans la capitale sont également une cible possible, tout comme un lieu symbolique de Bruxelles. C'est ici sur la grande place de Bruxelles qu'il existe une menace possible et vraisemblable en ces fêtes de fin d'année, une menace comparable aux attentats de Paris. Et on est à quelques jours du Nouvel An, il y a donc de nombreux touristes, mais ici, police et militaires patrouillent discrètement sur ce lieu emblématique de la capitale. Dimanche et lundi, une vaste opération policière s'est déroulée sur le territoire belge. Plusieurs perquisitions ont eu lieu, en région bruxelloise, en région liégeoise et dans le Brabant flamand. 6 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. 4 sont désormais libres. 2 sont placés sous mandat d'arrêt. Ils sont inculpés de participation à un groupe terroriste et de menaces d'attentat. L'un des 2 individus est même soupçonné d'être le dirigeant de la cellule. Les commissariats bruxellois sont désormais en alerte de niveau 3 sur une échelle de 4 et la vigilance est accrue sur la Grand Place. Aucune autorité compétente n'a pour l'instant souhaité s'exprimer sur le sujet. Et voilà, ce sont sur ces images de psychose en Belgique que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner, merci. Très bonne suite en compagnie de la télévision Labari avec la même passion de vous servir. Au revoir.